Cette nuit-là, quand Cassien a fermé la porte sans un mot, j'ai compris que certains silences font plus mal que tous les cris du monde. Je m'appelle Morgane Rollet. J'ai 60 ans aujourd'hui. Et voici une confession que j'ai portée seule pendant trop longtemps. Non pas parce que personne ne voulait l'entendre, mais parce que j'avais trop honte de la dire à voix haute. Il y a des histoires où la femme est trahie, humiliée, abandonnée. Ce n'est pas celle-là. Dans mon histoire, c'est moi qui ai tout détruit. Je revois encore cette soirée de novembre 2019. Il faisait froid. Une pluie fine tapotait contre les vitres de notre appartement parisien, celui du 7e arrondissement, avec vue sur les toits de zinc et la tour Eiffel au loin. Cassien est rentré plus tôt que prévu. J'étais dans le salon, assise sur le canapé en velours bleu, ce canapé que nous avions choisi ensemble chez un antiquaire de la rue du Bac. J'avais un verre de vin à la main. Mes mains tremblaient. Il m'a regardé. Pas avec colère, pas avec surprise, avec quelque chose de bien pire, une tristesse calme, profonde, définitive. Tu savais que je savais, n'est-ce pas? Sa voix était basse, posée, comme s'il parlait d'un rendez-vous manqué, d'un train raté. Je n'ai rien dit. Qu'aurais-je pu dire? Les mots pour défendre l'indéfendable n'existent pas. Il a monté les escaliers. J'ai entendu ses pas dans notre chambre. Le bruit d'une valise qu'on ouvre, le froissement des vêtements, le zip qu'on ferme. Quand il est redescendu, il portait son manteau noir, celui que je lui avais offert pour ses 50 ans, sa valise à la main. Je ne te demande rien, Morgane. Pas d'explication, pas d'excuse. Je pars. Et il est parti, sans claquer la porte, sans me regarder une dernière fois, juste parti. Le lendemain matin, un coursier a sonné à la porte, une enveloppe Kraft. À l'intérieur, les papiers du divorce. Tout était déjà rédigé, signé par son avocat, net, précis, froid, et en bas de la première page, une note manuscrite de Cassien. La maison de Fontainebleau reste à toi, l'appartement aussi, mais moi, je ne reste pas. C'est tout, pas de haine, pas de vengeance, juste la fin. Vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivée là. Comment une femme peut trahir un homme qui ne lui a jamais manqué de respect, qui l'a aimé pendant plus de 30 ans, qui a construit une vie entière avec elle. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas venu ici pour me faire pardonner. Je suis venu pour dire la vérité. Parce que peut-être, qu'en racontant ce que j'ai fait, je pourrais épargner à une autre femme de commettre la même erreur. Mais pour comprendre comment j'ai tout perdu, il faut d'abord que je vous raconte comment tout a commencé. Pour comprendre ce que j'ai perdu, il faut d'abord que vous sachiez ce que j'avais. J'ai rencontré Cassien Moreau en 1983. J'avais 18 ans. Lui, 22. C'était à la Sorbonne, dans un amphithéâtre où je suivais un cours de littérature française. Il étudiait le droit international au bâtiment d'à côté. Nous nous sommes croisés dans la cour, un après-midi d'octobre. Il pleuvait, déjà, et je n'avais pas de parapluie. Il a partagé le sien avec moi jusqu'au métro. « Vous étudiez quoi » m'a-t-il demandé. « Les mots » ai-je répondu. « Et vous » ? « Les lois. » Il a souri. Un sourire tranquille, sans prétention. Les mots construisent les mondes. Les lois les protègent. On fait une bonne équipe, vous ne trouvez pas? À partir de ce jour, nous n'avons plus jamais été séparés. Cassien était... comment dire? Cassien était un homme rare. Pas le genre d'homme qui parle fort dans les dîners ou qui cherche à impressionner. Non, il était de ceux qui écoutent vraiment, qui retiennent les détails, qui se souviennent que vous n'aimez pas le céleri, que votre mère s'appelle Colette, que vous avez peur du noir depuis l'enfance. Il était patient, réfléchi, loyal. Nous nous sommes mariés en 1987, un matin de juin, dans une petite mairie du 14e arrondissement. J'avais 22 ans, lui 26. Pas de grande cérémonie. Juste nos familles, quelques amis proches, et un déjeuner dans un restaurant du quartier latin. Je portais une robe crème toute simple. Lui, un costume gris anthracite. Quand il a glissé l'alliance à mon doigt, il m'a regardé dans les yeux, et il a dit tout bas, « Je te promets d'être là, toujours. » Et il l'a été, pendant 32 ans. Nous avons eu 2 enfants. Léa, née en 1989, et Mathis, 3 ans plus tard, en 1992. Cassien était un père exceptionnel.
Le genre de père qui rentre du travail tard le soir et monte quand même dans la chambre des enfants pour leur lire une histoire. Qui ne rate jamais un spectacle de danse, un match de foot, une réunion de parents. Nous vivions dans un grand appartement du 7e arrondissement, celui-là même où il est parti ce soir de novembre 2019. 5 pièces, des moulures au plafond, des parquets anciens qui craquaient sous les pas. Une vraie maison familiale. Le dimanche, nous faisions des crêpes. Cassien s'occupait de la pâte. Moi, je préparais le café. Les enfants mettaient la table en riant. C'était simple, c'était beau. Et moi, j'avais tout ce dont une femme peut rêver. Un mari qui me respectait, des enfants en bonne santé, une maison pleine de lumière et de rire, une vie stable, confortable, paisible. Alors pourquoi ai-je tout détruit? Il y a une photo que je garde encore aujourd'hui, dans un tiroir de ma commode. Je ne la regarde presque jamais, mais je sais qu'elle est là. C'est une photo de nous 4, prise à Fontainebleau en 2005. Nous venions d'acheter notre maison de campagne. Une longère en pierre avec un jardin immense et des volets bleus. Léa avait 16 ans. Mathis, 13. Sur la photo, Cassien me tient par la taille. Je ris. Les enfants sont assis sur les marches du perron, un chien entre eux, Balthazar, un golden retriever que nous avions adopté quelques mois plus tôt. On a l'air heureux. Et nous l'étions. C'est ça, le pire. Nous étions heureux. Je n'ai pas trahi Cassien parce qu'il me négligeait. Je ne l'ai pas trahi parce qu'il était cruel, distant ou indifférent. Je l'ai trahi parce que j'ai cru que je pouvais avoir plus, que je méritais plus, que la vie me devait encore quelque chose. Cassien travaillait beaucoup. Il était avocat d'affaires dans un grand cabinet du 8e arrondissement. Des dossiers internationaux, des voyages fréquents à Bruxelles, à Londres, à Genève. Il partait parfois une semaine entière, mais il appelait tous les soirs. Il rapportait toujours un petit cadeau pour les enfants. Et quand il rentrait, il était présent. Vraiment. Moi, j'avais arrêté de travailler après la naissance de Mathis. Je m'occupais de la maison, des enfants, des courses, des rendez-vous médicaux. Une vie bien remplie, certes, mais une vie, prévisible. Et puis un jour, en 2012, Cassien a ramené quelqu'un à la maison. Son meilleur ami. Un homme que je connaissais déjà, bien sûr. Ils se voyaient souvent. Déjeuner d'affaires. Match de tennis le samedi matin. Dîner entre couples. Mais ce soir-là, pour la première fois, je l'ai vraiment vu. Et tout a basculé. Je ne vais pas vous donner son nom. Pas maintenant. Pas encore. Ce serait trop facile de rejeter toute la faute sur lui. De dire qu'il m'a séduite, manipulée, aveuglée. Non. La vérité, c'est que j'ai fait un choix. Un choix conscient. Un choix égoïste. Et pendant 7 ans, 7 longues années, j'ai menti. À mon mari. À mes enfants. À moi-même. Je me disais que ça ne faisait de mal à personne. Que je gérais bien les 2 vies. Que Cassien ne saurait jamais. Mais les secrets finissent toujours par remonter à la surface. Comme les corps dans l'eau. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Ce soir de novembre 2019, quand Cassien est rentré plus tôt et qu'il m'a regardé avec ce calme terrible, j'ai compris qu'il savait. Depuis combien de temps? Je ne sais pas, peut-être des mois, peut-être des années, mais il avait su, et il avait choisi de partir sans un mot, sans scène, sans violence, parce que Cassien, même dans la trahison, est resté lui-même, digne, silencieux, irrattrapable. Dans les jours qui ont suivi son départ, j'ai essayé de le joindre. J'ai appelé son portable, laissé des messages, envoyé des textos. Rien. J'ai appelé Léa. Elle m'a raccroché au nez. J'ai essayé de parler à Mathis. Il m'a dit « Maman, papa nous a tout raconté. On ne veut plus te voir pour le moment. Le moment. Comme si c'était temporaire. Comme si un jour, tout redeviendrait normal. Mais il y a des fractures qui ne se réparent jamais. Et celles que j'avais créées étaient irréparables. Les semaines ont passé. Puis, les mois. J'ai signé les papiers du divorce. Cassien ne voulait rien. Ni l'appartement, ni la maison de Fontainebleau, ni l'argent. Il voulait juste partir, recommencer ailleurs, sans moi. L'homme avec qui j'avais trahi Cassien, cet homme qui me promettait qu'on serait heureux ensemble, qu'on vivrait enfin librement, a disparu lui aussi. Du jour au lendemain. Plus de messages, plus d'appels, rien. Il avait eu ce qu'il voulait. Détruire une amitié, briser une famille, et maintenant que tout était en ruine, il n'avait plus rien à y gagner. Aujourd'hui, je vis seul dans l'appartement du 7e.
Les murs sont les mêmes, les meubles aussi. Même le canapé en velours bleu est encore là. Mais la maison est vide. Pas de rire d'enfant. Pas de café qui coule le dimanche matin. Pas de main qui se pose sur mon épaule quand je regarde par la fenêtre. Juste moi. Et le poids de mes choix. Il s'appelait Étienne. Étienne Dufresne. Je peux enfin prononcer son nom maintenant. Pas par courage, par nécessité. Parce que pour comprendre comment j'ai tout perdu, il faut que vous sachiez qui il était. Ou plutôt, qui je croyais qu'il était. Cassien et Étienne se connaissaient depuis l'université. Ils avaient fait leur droit ensemble à la Sorbonne, partagé un studio minuscule rue Mouffetard pendant 3 ans, passé leurs examens côte à côte. Quand Cassien et moi nous sommes mariés en 1987, Étienne était témoin. Il a porté un toast lors du déjeuner de mariage. Il a dit « Cassien est l'homme le plus loyal que je connaisse. Morgane, tu as de la chance. » Et moi, j'avais souri poliment, sans vraiment y penser. À l'époque, Étienne n'était qu'une silhouette dans notre vie. Un ami de Cassien. Quelqu'un qu'on croisait au dîner, aux anniversaires, aux fêtes de fin d'année. Il était avocat lui aussi. Divorcé depuis 1997. Pas d'enfant. Une vie de célibataire endurcie, avec ses restaurants à la mode, ses voyages à Barcelone ou à Rome, ses costumes toujours impeccables. Cassien disait souvent « Étienne, c'est mon frère. Si un jour il m'arrivait quelque chose, c'est lui qui prendrait soin de vous. Je n'ai jamais imaginé qu'il me prendrait de lui. » Pendant des années, presque 30 ans, Étienne est resté dans l'ombre de notre vie. Présent, mais discret. Fidèle, mais distant. Et puis, en 2012, tout a changé. Pas d'un coup. Pas comme dans les films, où une rencontre suffit à tout bouleverser. Non, c'était lent, insidieux. Comme une fissure dans un mur qu'on ne remarque pas avant qu'elle ne devienne une crevasse. Ce soir-là, en mars 2012, Cassien avait invité Étienne à dîner à la maison. C'était un vendredi. Je m'en souviens parce que Léa venait de partir pour Londres. Elle avait 23 ans. Elle travaillait dans une galerie d'art à Shoreditch. Mathis, lui, finissait ses études d'architecture à Paris. Il vivait encore avec nous, mais il passait ses soirées chez des amis ou à la bibliothèque. Ce soir-là, nous étions donc 3, Cassien, Étienne et moi. J'avais préparé un bœuf bourguignon, la recette de ma mère, avec des carottes fondantes et des petits oignons confits. Une bouteille de Châteauneuf du Pape ouverte sur la table. Des bougies dans le salon. Rien d'exceptionnel. Juste un dîner entre amis. Mais ce soir-là, pour la première fois, j'ai vu Étienne. Il était arrivé vers 20h, avec un bouquet de pivoine blanche, mes fleurs préférées. Pour toi, Morgane. Cassien m'a dit que tu les adorais. Un geste simple, attentionné. Il portait un pull en cachemire gris, un jean sombre. Pas de costume, pour une fois. Il avait l'air détendu, accessible. Pendant le dîner, Cassien a beaucoup parlé. D'un dossier qu'il traitait pour une entreprise pharmaceutique. Des nouvelles réformes fiscales. Des élections présidentielles qui approchaient. Étienne, lui, m'écoutait. Il me posait des questions. Sur mes lectures. Sur mes envies. Sur ce que je faisais de mes journées maintenant que les enfants étaient grands. Et toi, Morgane? Tu vas bien? Personne ne me posait plus cette question. Cassien? Oui, bien sûr, mais distraitement. Comme on demande « Ça va ?» en sachant déjà la réponse. Étienne, lui, attendait vraiment ma réponse. Et moi, j'ai parlé. J'ai parlé de mes journées vides, de cette sensation étrange d'avoir élevé des enfants pendant 20 ans et de se retrouver soudain, inutile. Léa était à Londres. Mathis était autonome. Cassien travaillait tout le temps. Et moi j'étais là, dans cet appartement immense, avec mes livres, mes promenades au jardin du Luxembourg, mes thés l'après-midi, une vie confortable, mais une vie creuse. Étienne a hoché la tête. Il a dit « Je comprends. C'est le syndrome du nid vide. Beaucoup de femmes le vivent. Il ne m'a pas jugé. Il ne m'a pas dit « Mais tu as de la chance. Tu as tout. » Il a juste compris. Et ça faisait des années que personne ne l'avait fait. Ce soir-là, après le dîner, Cassien s'est endormi dans le canapé en velours bleu. Il avait bu un peu trop de vin, il était fatigué par sa semaine. Étienne et moi sommes restés dans la cuisine. Je préparais du café. Il essuyait les verres. Nous avons parlé pendant 1 heure. De tout, de rien, de Paris qui change, des livres qu'on aime, de la musique qu'on écoutait dans les années 80, de nos souvenirs d'enfance. À un moment, il a dit « Tu sais, Morgane,
Tu es une femme exceptionnelle. Cassien a beaucoup de chance. » J'ai souri. « C'est gentil. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est la vérité. » Il m'a regardé. Pas comme Cassien me regardait, avec cette tendresse distraite des vieux couples. Non, il m'a regardé vraiment, comme si j'existais encore, comme si j'étais encore désirable, comme si j'étais encore quelqu'un. Après ce soir-là, Étienne est revenu souvent, pas toujours avec Cassien. Parfois seul. Il passait par hasard, en fin d'après-midi. Il m'apportait un livre dont on avait parlé. Il m'invitait à déjeuner dans un bistrot du quartier. « Cassien travaille tellement. Tu ne dois pas t'ennuyer, toute seule ?» Et moi, idiote que j'étais, je me disais que c'était juste de l'amitié, que c'était innocent, que j'avais le droit d'avoir quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui me voit. Les mois ont passé. Printemps, été, automne. En octobre 2012, Cassien est parti une semaine à Genève pour un dossier urgent. Le 3e soir, Étienne m'a appelé. « Tu es seul ?»« Oui, je passe te voir. On commande des sushis ?» Il est arrivé avec une bouteille de Chablis et un sourire. Nous avons mangé dans le salon, parlé jusqu'à minuit, ri comme je n'avais pas ri depuis des années. Et puis, à un moment, nos regards se sont croisés. Il a posé sa main sur la mienne. Je n'ai pas retiré la mienne. Je pourrais vous dire que je ne savais pas ce que je faisais, que j'étais perdue, vulnérable, en manque d'attention. Mais ce serait un mensonge. Je savais exactement ce que je faisais. Je savais que c'était mal. Je savais que je trahissais Cassien, que je trahissais notre mariage, que je trahissais tout ce que nous avions construit. Mais à ce moment-là, dans cette cuisine, avec la main d'Étienne sur la mienne, je m'en fichais. Je voulais me sentir vivante. Je voulais me sentir désirée. Je voulais me sentir importante, même si ça devait tout détruire. Cette nuit-là, rien ne s'est passé. Étienne est parti vers 1h du matin. Il a dit « Je ne veux pas que tu fasses quelque chose que tu regretteras. » Mais nous savions tous les deux que c'était déjà trop tard. La ligne avait été franchie. Pas physiquement, pas encore, mais émotionnellement. Et c'est parfois pire. Cassien est rentré de Genève le dimanche suivant. Il m'a embrassé sur le front comme d'habitude. Il m'a demandé comment s'était passée ma semaine. « Bien, tranquille. » Il a souri. « Tant mieux. Tu as l'air reposé, reposé. » Si seulement il savait. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de mettre de la distance avec Étienne. Je ne répondais plus à ses messages tout de suite. Je trouvais des excuses pour ne pas déjeuner avec lui. Mais il était patient. Il savait attendre. Et moi, je n'avais pas assez de force pour résister. En décembre 2012, lors d'un dîner de Noël chez des amis communs, Étienne et moi nous sommes retrouvés seuls dans le jardin d'hiver. Il faisait froid. On voyait notre souffle dans l'air. Il a pris mes mains dans les siennes. « Morgane, je ne peux plus faire semblant. Étienne, s'il te plaît, je pense à toi tout le temps. Je sais que c'est mal, je sais que c'est Cassien, mais je ne peux pas m'en empêcher. » Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. « Moi aussi, » ai-je murmuré. Et c'est comme ça que tout a commencé. Nous n'avons rien fait ce soir-là. Pas devant les autres, pas devant Cassien. Mais quelques jours plus tard, j'ai accepté de le retrouver dans un hôtel discret du 6e arrondissement. C'était un après-midi de janvier 2013. Il pleuvait. Cassien était au bureau. Étienne m'attendait dans la chambre. Champagne sur la table. Roses rouges sur le lit. Quand je suis entrée, il m'a regardée et il a dit « Tu es magnifique ». Et moi, après 26 ans de mariage, après 2 enfants, après toutes ces années où je m'étais sentie invisible, j'ai cru que c'était de l'amour. Pendant 7 ans, j'ai vécu 2 vies. Le jour, j'étais Morgane Moreau, l'épouse de Cassien, la mère de Léa et Mathis. La femme qui faisait les courses au marché d'Aligre, qui prenait le thé avec ses amis du quartier, qui organisait les dîners de famille, et l'après-midi, 2, parfois 3 fois par semaine, j'étais l'autre Morgane. Celle qui retrouvait Étienne dans des hôtels discrets, celle qui mentait, celle qui trahissait, celle que je ne reconnaissais plus dans le miroir. Au début, en 2013, je me disais que ça ne durerait pas, que c'était une passade, une folie de femme en crise de la cinquantaine, que ça s'arrêterait tout seul, comme un feu qui s'éteint faute de bois. Mais ça n'a pas cessé. Au contraire, plus les mois passaient, plus je m'enfonçais. Étienne était, comment dire, Étienne était tout ce que Cassien n'était pas. Imprévisible, passionné, attentif à chaque détail de moi. Il connaissait mes parfums préférés. Il savait que j'aimais Chopin. Il se souvenait de mes histoires d'enfance, de mes rêves abandonnés. Avec lui, je me sentais vivante.
Cassien, lui, était prévisible, stable, sûr. Mais stable, ça rime avec invisible. Et moi, j'avais besoin d'être vu. Les rendez-vous se sont multipliés. Étienne louait toujours la même chambre. Hôtel des Marronniers, rue Jacob. 5e étage, vue sur les toits de Saint-Germain-des-Prés. Nous avions nos rituels. Je prenais le métro jusqu'à Odéon. Je marchais jusqu'à l'hôtel. Je montais par l'escalier. Jamais l'ascenseur, trop risqué de croiser quelqu'un. Étienne m'attendait avec du champagne. Parfois des macarons de chez Ladurée, toujours des fleurs. Nous parlions d'abord, pendant 1 heure, parfois 2, de nos vies, de nos envies, de nos frustrations. Il me disait « Tu mérites tellement mieux que cette vie, Morgane. Tu es faite pour être aimée, admirée, célébrée. » Et moi, ivre de ces mots, je le croyais. Le plus terrible, c'est que Cassien ne voyait rien. Ou plutôt, il ne voulait rien voir. Il rentrait du travail. Il me demandait comment s'était passée ma journée. « Bien, j'ai vu Sophie pour déjeuner. Ensuite, je suis allée chez le fleuriste. » Mensonge. « Ah, très bien. Tu es fatigué ? » Un peu. Il m'embrassait sur le front. Il allait prendre sa douche. Puis on dînait. On regardait les informations. On allait se coucher. Une routine parfaite. Une routine qui cachait un gouffre. En 2014, Léa s'est mariée. Elle avait 25 ans. Son fiancé, Thomas, était architecte comme Matisse. Ils s'étaient rencontrés à Londres, dans une exposition de design. Le mariage a eu lieu en juin, à Fontainebleau, dans le jardin de notre maison de campagne. 100 invités, des tables dressées sous les arbres, des guirlandes lumineuses accrochées partout, une tente blanche pour le dîner. C'était magnifique. Cassien a fait un discours émouvant. Il a dit « Léa, ma fille, tu es ma fierté. Et Thomas, bienvenue dans notre famille. Prenez soin l'un de l'autre. Aimez-vous avec honnêteté. C'est le seul secret d'un mariage heureux. Honnêteté. » J'ai baissé les yeux. J'ai souri. J'ai applaudi. Mais à l'intérieur, j'étais morte de honte. Étienne était invité, bien sûr. Il était le témoin de Cassien depuis toujours. Il faisait partie de la famille. Pendant la soirée, il m'a croisé près du buffet. Il a dit tout bas « Tu es sublime dans cette robe. » J'ai souri poliment, comme on sourit à un ami. Mais nos regards se sont attardés 1 seconde de trop. Et Matisse, qui passait par là avec une coupe de champagne, nous a regardés bizarrement. « Tout va bien, maman ?»« Oui, chérie, tout va bien. » Je ne sais pas s'il a senti quelque chose ce jour-là. Mais son regard m'a mise mal à l'aise pendant des semaines. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les années ont passé. 2015, 2016, 2017. Léa a eu son premier enfant en 2016. Une petite fille, Inès. Je suis devenue grand-mère à 51 ans. Cassien était fou de joie. Il passait tous ses week-ends chez Léa et Thomas à Londres. Il prenait l'Eurostar le vendredi soir, revenait le dimanche. Moi, j'allais moins souvent. Je trouvais toujours une excuse. J'ai un rendez-vous chez le médecin. J'ai promis à Sophie de l'aider pour son déménagement. Je ne me sens pas très bien. En vérité, j'allais retrouver Étienne. Notre relation durait depuis 4 ans maintenant. 4 ans de mensonges. 4 ans de double vie. Étienne commençait à parler d'avenir. « Quand vas-tu quitter Cassien ?»« Je ne peux pas. » « Pourquoi ?»« Les enfants. La famille. Tout. Les enfants sont grands, Morgane. Léa est mariée. Matisse a sa vie. Tu te caches derrière eux. Ce n'est pas ça. Alors quoi? Tu ne m'aimes pas? Si. Bien sûr que si. Mais je mentais. Je ne savais même plus ce que signifiait aimer. En 2017, Cassien a eu 60 ans. Nous avons organisé une grande fête, 50 invités, dans un restaurant du Marais, discours, rires, souvenirs. Étienne était là, évidemment. Il a porté un toast. Cassien, mon frère, mon ami depuis 40 ans, l'homme le plus loyal, le plus honnête, le plus généreux que je connaisse. Je lève mon verre à toi, à nous, à cette amitié qui ne mourra jamais. Tout le monde a applaudi. Et moi, assise à côté de Cassien, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Comment pouvais-je faire ça? Comment pouvais-je rester là, sourire aux lèvres, alors que je détruisais tout? Ce soir-là, dans le taxi qui nous ramenait à la maison, Cassien m'a pris la main. « Merci pour cette soirée, Morgane. C'était parfait. De rien. Tu sais, parfois je me dis que j'ai tellement de chance. Une femme comme toi, des enfants merveilleux, une vie stable. Que demander de plus ?» Il a posé sa tête contre la vitre. Il souriait.
Moi, j'ai détourné le regard. Je ne méritais pas sa gratitude. Je ne méritais pas son amour. Je ne méritais rien. En 2018, les choses ont commencé à se fissurer. Étienne devenait impatient, possessif. Il voulait que je passe plus de temps avec lui, que je parte en week-end avec lui, que je quitte Cassien une bonne fois pour toutes. Tu as peur de quoi, Morgane? De perdre ton confort? Ton appartement? Ton train de vie? Ce n'est pas ça. Alors quoi? Je ne savais pas quoi répondre. Parce que la vérité, c'est que je ne voulais ni quitter Cassien, ni quitter Étienne. Je voulais les deux. Le confort et l'excitation, la sécurité et la passion. Je voulais tout. Et c'est exactement ce qui allait me faire tout perdre. Un après-midi de septembre 2018, Étienne et moi nous sommes disputés. C'était dans la chambre de l'hôtel des Marronniers. Il faisait chaud. Les fenêtres étaient ouvertes. Je ne peux plus continuer comme ça, Morgane. Soit tu choisis, soit c'est fini. Tu me mets un ultimatum? Oui. Mais, et notre histoire? Notre histoire? Quelle histoire? Des rendez-vous clandestins 2 fois par semaine? C'est ça que tu appelles une histoire? Il s'est levé. Il a enfilé sa chemise. Tu as jusqu'à la fin de l'année. Décembre. Si tu n'as pas quitté Cassien d'ici là, c'est terminé entre nous. Et il est parti. Je suis restée seule dans cette chambre pendant 1 heure. J'ai pleuré. Pas parce que j'avais peur de perdre Étienne, mais parce que je réalisais enfin ce que j'avais fait. J'avais sacrifié mon mariage, ma famille, mon intégrité. Pourquoi? Pour un homme qui me donnait un ultimatum comme on lance un défi. Pour un homme qui ne m'avait jamais demandé comment je me sentais. Juste ce que je pouvais lui donner. Mais malgré tout ça, malgré la honte, la culpabilité, la lucidité, je n'ai pas arrêté. Je suis restée. Parce que j'avais trop peur de me retrouver seule. Trop peur de perdre l'illusion que quelqu'un me désirait encore. Trop peur d'affronter ce que j'étais devenue. En décembre 2018, je n'avais toujours rien dit à Cassien. Étienne m'a envoyé un message. « Tu as fait ton choix, je vois. » Puis plus rien pendant 3 semaines. Et puis, début janvier 2019, il a recommencé à m'appeler. « Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te brusquer. Reviens, s'il te plaît. » Et moi, faible, lâche, égoïste, je suis revenue. Les mois suivants ont été les pires. Cassien s'absentait de plus en plus. Voyages professionnels, dossiers urgents, réunions à Bruxelles, à Genève, à Luxembourg. Il était fatigué, distant, mais jamais méchant, jamais dur, juste ailleurs. Et moi, au lieu de me rapprocher de lui, au lieu de réparer ce qui pouvait encore l'être, je continuais avec Étienne. En octobre 2019, j'ai reçu un appel de Mathis. « Maman, il faut qu'on parle. »« Qu'est-ce qu'il y a, chérie ?»« Pas au téléphone. Je passe ce soir. Il est venu à 19h. Cassien était encore au bureau. Mathis s'est assis dans le salon. Il avait l'air grave. « Maman, papa sait. » Mon sang s'est glacé. « Quoi ?»« Il sait. Pour toi et Étienne. »« Oh, comment tu... » Léa m'a appelé hier. Papa lui a tout raconté. Il sait depuis des mois. Peut-être même des années. Le monde s'est effondré. Quand Mathis m'a dit ces mots, « Papa sait », j'ai cru que j'allais m'évanouir. Le salon s'est mis à tourner. Les murs, les meubles, tout était flou. Je me suis assise sur le canapé en velours bleu. Mes mains tremblaient. Depuis quand? Mathis a baissé les yeux. Je ne sais pas exactement. Des mois, peut-être plus. Et il n'a rien dit? Non. Il a tout gardé pour lui. Mais Léa dit qu'il est détruit, maman. Complètement détruit. Ma gorge s'est serrée. J'avais du mal à respirer. Comment il l'a su? Mathis a hésité. Puis il a sorti son téléphone de sa poche. Il a fait défiler quelques messages. Puis il m'a tendu l'écran. C'était une conversation entre lui et Léa, datée de la veille. Léa. Mathis, papa m'a tout raconté hier soir. Je suis effondrée. Mathis. Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Léa. Maman le trompe. Depuis des années. Avec Étienne. Mathis. Étienne? Le parrain? C'est pas possible. Léa. Si. Papa a des preuves, des photos, des messages. Il sait tout. J'ai rendu le téléphone à Mathis. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber. Des photos, des messages? Mathis a hoché la tête. Apparemment, papa vous a fait suivre. Par un détective privé. Depuis au moins 1 an. 1 an. 1 an pendant lequel Cassien savait. 1 an pendant lequel il m'embrassait le matin avant de partir au travail. Me demandait comment s'était passée ma journée.
me tenait la main dans les dîners. 1 an pendant lequel il avait tout gardé pour lui. Pourquoi il n'a rien dit? Ai-je murmuré. Mathis a haussé les épaules. Je ne sais pas, maman. Peut-être qu'il espérait que tu arrêterais. Peut-être qu'il voulait être sûr avant de tout casser. Peut-être qu'il ne savait pas comment te le dire. Il s'est levé. Il a fait quelques pas vers la fenêtre. Puis il s'est retourné. Maman, comment tu as pu faire ça? Sa voix était calme, mais ses yeux étaient pleins de larmes. Papa t'a toujours aimé. Il a toujours été là pour toi, pour nous. Il n'a jamais levé la main sur toi. Il ne t'a jamais trompé. Il ne t'a jamais manqué de respect. Je sais. Alors pourquoi? Je n'avais pas de réponse. Ou plutôt, j'en avais trop. Parce que je me sentais invisible. Parce que j'avais 50 ans et que j'avais peur de vieillir. Parce qu'Étienne me faisait sentir désirée. Mais aucune de ces raisons n'était une excuse. Aucune. Mathis est parti peu après. Il m'a dit « Papa rentre demain soir. Il va te parler. Prépare-toi. » Puis il a ajouté, avant de refermer la porte, « Maman, je t'aime. Mais là, je ne te reconnais plus. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon, dans le noir, à regarder les lumières de Paris par la fenêtre. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait, à tous les mensonges, à toutes les fois où j'avais regardé Cassien dans les yeux en sachant que je le trahissais. J'ai pensé à Léa, à son mariage, à ce discours de Cassien sur l'honnêteté. J'ai pensé à Mathis, à ce regard bizarre qu'il m'avait lancé ce jour-là, au mariage, quand il m'avait vu parler avec Étienne. Il savait déjà, peut-être, ou du moins, il se doutait de quelque chose. Le lendemain matin, j'ai essayé d'appeler Étienne. Pas de réponse. J'ai envoyé un message. Il faut qu'on parle. Cassien sait. Il a répondu 3 heures plus tard. Je sais. Tu sais? Depuis quand? Depuis hier. Cassien m'a appelé. Il m'a tout dit. Mon cœur s'est arrêté. Et rien. C'est fini, Morgane. Je ne veux plus de problème. Cassien est mon ami depuis 40 ans. Je ne peux pas continuer. Quoi? Tu me lâches? Comme ça? Pas de réponse. J'ai rappelé. Messagerie. J'ai rappelé encore. Toujours messagerie. Il avait bloqué mon numéro. Étienne, l'homme pour qui j'avais tout risqué, l'homme pour qui j'avais menti pendant 7 ans, l'homme qui me disait « Tu mérites tellement mieux », venait de disparaître. En quelques heures. Sans un mot. Sans un regard. Comme si je n'avais jamais existé. Cassien est rentré à 19 heures, comme prévu. Il a ouvert la porte. Il a enlevé son manteau. Il a posé sa mallette dans l'entrée. Puis, il est entré dans le salon. Je me suis levée. J'avais préparé un discours, des excuses, des explications. Mais quand j'ai vu son visage, j'ai compris qu'aucun mot ne changerait rien. Il était calme. Terriblement calme. Il s'est assis dans le fauteuil en face de moi. Il m'a regardé. Et pendant quelques secondes, nous sommes restés comme ça, en silence. Puis, il a parlé. Je sais tout, Morgane. Depuis novembre 2018. Novembre 2018. Presque 1 an avant ce moment. Cassien, s'il te plaît, laisse-moi parler. J'ai fermé la bouche. Au début, je ne voulais pas y croire. Je me disais que c'était impossible, que tu ne ferais jamais ça, que nous étions solides, que notre mariage était solide. Il a marqué une pause. Et puis j'ai commencé à remarquer des choses, des petits détails. Tu rentrais tard, tu avais toujours des excuses, tu souriais à ton téléphone, tu t'habillais différemment les jours où tu disais aller voir Sophie. Cassien, j'ai engagé un détective privé en janvier 2019, juste pour être sûr, pour me prouver que j'avais tort. Il a sorti une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Il l'a posée sur la table basse entre nous. Mais je n'avais pas tort. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe. Je savais ce qu'il y avait dedans. Des photos, de moi, d'Étienne, devant l'hôtel des Marronniers, dans des restaurants, dans des parcs. Des photos de ma trahison, des photos de ma honte. Cassien a continué. Pendant des mois, j'ai espéré que tu arrêterais, que tu te rendrais compte de ce que tu étais en train de faire, que tu reviendrais vers moi. Cassien, je suis tellement désolée, mais tu n'as pas arrêté. Même quand Mathis a commencé à se douter de quelque chose. Même quand Léa m'a demandé si tout allait bien entre nous. Tu as continué. Il a secoué la tête. Alors j'ai compris que ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un moment de faiblesse. C'était un choix. Ton choix. Je pleurais maintenant. Silencieusement. Les larmes coulaient sur mes joues, mais je ne faisais aucun bruit. Cassien, s'il te plaît, je t'en supplie. Laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi, Morgane?
Que tu t'ennuyais? Que tu te sentais seul? Que je travaillais trop? Il s'est levé. Tu crois que je ne le savais pas? Tu crois que je ne voyais pas que tu allais mal? Mais au lieu de me parler, au lieu de me dire ce dont tu avais besoin, tu as choisi de me trahir. Avec mon meilleur ami, il a marché vers la fenêtre. Il est resté là, dos tourné, pendant un long moment. Puis il a dit, sans me regarder, « Étienne m'a appelé hier. Il m'a tout raconté. Il m'a supplié de lui pardonner. Il a dit que c'était sa faute, que c'était lui qui t'avait séduite. Cassien, mais je sais que ce n'est pas vrai, parce que toi aussi, tu as fait un choix. Chaque jour pendant 7 ans, tu as choisi de me mentir. » Il s'est retourné. Alors maintenant, moi aussi, je fais un choix. Il a remonté les escaliers. J'ai entendu ses pas dans la chambre. Le bruit d'une valise qu'on ouvre. Le froissement des vêtements. Je suis monté derrière lui. Cassien, s'il te plaît, ne pars pas. On peut en parler. On peut réparer ça. Il continuait à plier ses chemises, ses pantalons, ses pulls. Il n'y a rien à réparer, Morgane. Mais notre vie, nos enfants, tout ce qu'on a construit, il a fermé la valise. Il m'a regardé. Tout ce qu'on a construit, tu l'as détruit. Quand il est descendu, il portait son manteau noir, celui que je lui avais offert pour ses 50 ans, sa valise à la main. J'ai essayé de le retenir. Cassien, je t'en supplie. Je t'aime. Je sais que j'ai tout gâché, mais je t'aime. Il s'est arrêté. Il s'est retourné. Et pour la première fois depuis son arrivée, j'ai vu de l'émotion dans ses yeux, de la tristesse, de la colère, de la déception. Si tu m'avais vraiment aimé, Morgane, tu n'aurais jamais fait ça. Et il est parti. Cette nuit-là, quand Cassien a fermé la porte sans un mot, j'ai compris que certains silences font plus mal que tous les cris du monde. Je me suis effondrée sur le canapé en velours bleu. Celui que nous avions choisi ensemble chez un antiquaire de la rue du Bac. Celui où nous avions regardé des films, lu des livres, parlé de nos rêves. Celui où, des années plus tard, j'allais me retrouver seule. Complètement seule. Le lendemain matin, un coursier a sonné à la porte. Une enveloppe Kraft. À l'intérieur, les papiers du divorce. Tout était déjà rédigé. Net, précis, froid. Cassien ne demandait rien. Pas l'appartement, pas la maison de Fontainebleau, pas l'argent. Il voulait juste partir. Et en bas de la première page, une note manuscrite. La maison de Fontainebleau reste à toi. L'appartement aussi. Mais moi, je ne reste pas. J'ai relu cette phrase 10 fois, 20 fois. Cassien me laissait tout. Pas par générosité, pas par pitié, mais parce qu'il ne voulait plus rien qui lui rappelle moi. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai essayé de le joindre. J'ai appelé son portable. Messagerie. J'ai envoyé des messages. Pas de réponse. J'ai même été à son cabinet d'avocat, avenue Hoche. La secrétaire m'a dit poliment, « Maître Moreau ne souhaite pas vous recevoir, madame. » Madame, pas madame Moreau, juste madame. Comme si j'étais déjà une étrangère. J'ai essayé de parler à Léa. Je l'ai appelée à Londres. Elle a décroché. Mais dès qu'elle a entendu ma voix, elle a dit, « Je ne veux pas te parler, maman. Léa, s'il te plaît, tu as détruit papa. Tu as détruit notre famille. Comment tu veux que je te parle? Laisse-moi t'expliquer. » M'expliquer quoi? Que tu as trompé papa pendant 7 ans? Avec Étienne? Le parrain? L'homme en qui papa avait le plus confiance au monde? Sa voix tremblait. Tu sais ce qu'il m'a dit, papa, quand il m'a tout raconté? Il pleurait, maman. Papa pleurait. Je ne l'avais jamais vu pleurer. Jamais. Même quand grand-père est mort, il n'a pas pleuré. Mais là, il pleurait comme un enfant. J'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient sur mes joues. Léa, je suis tellement désolée. Désolée? Tu crois que désolée suffit? Tu crois que ça efface 7 ans de mensonges? Elle a raccroché. Mathis, lui, a accepté de me voir. Il est venu à l'appartement une semaine après le départ de Cassien. C'était un dimanche après-midi. Il pleuvait. Il s'est assis en face de moi, dans le salon. Mais il ne m'a pas regardé dans les yeux. « Comment tu vas, maman ?»« Mal. » Il a hoché la tête. Papa a loué un appartement dans le 15e, près de la gare Montparnasse. Un 2 pièces. Il dit qu'il veut recommencer. Recommencer? Une nouvelle vie. Sans toi. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Mathis a pris une grande inspiration. Puis il a dit « Maman, je vais être honnête avec toi. Je t'aime, tu es ma mère, mais ce que tu as fait, je ne sais pas si je peux te pardonner. » Mathis, attends, laisse-moi finir. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Papa t'a tout donné. Il t'a respecté.
Il t'a aimé. Il a construit une vie avec toi. Et toi, tu l'as trahi. Pas une fois, pas 2 fois. Pendant 7 ans. 7 ans, maman. Il a secoué la tête. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas que tu aies trompé papa. C'est que tu nous aies menti à nous aussi. À Léa. À moi. Pendant toutes ces années, tu nous as regardés dans les yeux en sachant que tu détruis notre famille. Et tu n'as rien dit. Je ne voulais pas vous faire de mal. Mais tu nous en as fait. Tu crois qu'on va bien, là? Tu crois que Léa dort la nuit? Tu crois que moi, je ne me pose pas 1000 questions sur tout ce qui était vrai ou faux dans notre enfance? Il s'est levé. Il a marché vers la fenêtre. Maman, j'ai besoin de temps pour digérer tout ça, pour comprendre. Je ne dis pas que je ne te parlerai plus jamais. Mais là, maintenant, c'est trop. Il est parti sans me regarder. Et je me suis retrouvée seule, vraiment seule. Les semaines ont passé. Décembre 2019. Les fêtes de fin d'année approchaient. Noël, le Nouvel An. Normalement, à cette période, nous aurions été tous ensemble. Cassien, moi, Léa, Thomas, Inès, Mathis, à Fontainebleau, dans la grande maison avec le jardin et les volets bleus. Nous aurions décoré le sapin, préparé le réveillon, ri autour de la table. Mais cette année, j'étais seule. Cassien a passé Noël chez Léa, à Londres. Mathis aussi. Moi, je suis restée dans l'appartement du 7e, seule, avec un plateau repas et une bouteille de vin. Le soir du réveillon, j'ai reçu un message de Mathis. Une photo. C'était eux 5. Cassien, Léa, Thomas, Inès et Mathis, devant un sapin illuminé. Tout le monde souriait. Tout le monde sauf Cassien. Lui, il regardait ailleurs, avec ce regard vide que je lui connaissais maintenant. Le regard d'un homme brisé. J'ai essayé de contacter Étienne, pas parce que je l'aimais encore, mais parce que j'avais besoin de comprendre, besoin de savoir pourquoi il m'avait abandonné du jour au lendemain, besoin de savoir si tout ça avait été un jeu pour lui. J'ai envoyé un email à son adresse professionnelle. « Étienne, s'il te plaît, réponds-moi, j'ai besoin de parler. » Il a répondu 2 jours plus tard. « Morgane, il n'y a rien à dire. Ce qui s'est passé entre nous était une erreur. Cassien est mon ami. Je ne veux plus jamais te revoir. Une erreur. 7 ans de ma vie. 7 ans de mensonges. 7 ans de sacrifices. Une erreur. En janvier 2020, les papiers du divorce ont été finalisés. Cassien n'a rien demandé. Pas de pension, pas de partage des biens. Il voulait juste être libre. Libre de moi. Le jour où le divorce a été prononcé, le 15 janvier 2020, j'ai reçu un message de Cassien. Le premier depuis son départ. « C'est fini, Morgane. Je te souhaite d'être heureuse. Vraiment. Mais loin de moi. » J'ai relu ce message pendant des heures. Je te souhaite d'être heureuse. Même après tout ce que je lui avais fait, il me souhaitait du bien. C'était ça, Cassien. Jusqu'au bout. Digne, généreux, loyal. Tout ce que je n'avais pas été. Les mois suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Je ne voyais plus personne. Mes amis du quartier avaient pris leur distance. Sophie, ma meilleure amie depuis 30 ans, m'avait envoyé un message froid. « Morgane, j'ai appris ce qui s'est passé. Je ne te juge pas, mais je ne peux pas continuer à te voir. Cassien est aussi mon ami. Et ce que tu as fait, je ne peux pas cautionner ça. » Mes autres amies avaient fait de même. Certaines ne répondaient plus à mes appels. D'autres me saluaient poliment dans la rue, mais ne s'arrêtaient pas pour discuter. J'étais devenue une paria, la femme qui avait trahi son mari, la femme qui avait détruit sa famille, la femme dont on ne voulait plus. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Un soir de mars 2020, j'ai reçu un appel de Léa. C'était la première fois qu'elle me contactait depuis novembre. « Maman? Léa, ma chérie, je t'appelle pour te dire quelque chose. » Sa voix était froide, distante. Papa a rencontré quelqu'un. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Une femme, une avocate de son cabinet. Elle s'appelle Claire. Elle a 52 ans. Elle est divorcée, sans enfant. Mais ça fait à peine 3 mois. Et alors, tu crois qu'il devait attendre combien de temps? 1 an? 2 ans? Toute sa vie? Je n'ai rien dit. Papa a le droit d'être heureux, maman, même si toi, tu ne l'es plus. Elle a raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à Cassien, avec une autre femme, une femme qui n'était pas moi, une femme qui lui ferait confiance, qui ne le trahirait pas, qui l'aimerait comme il méritait d'être aimé. Et moi, j'étais seule, dans cet appartement immense et vide, avec mes regrets, mes mensonges,
Ma honte. En avril 2020, le confinement a commencé. Le monde entier s'est arrêté à cause de la pandémie. Les gens étaient enfermés chez eux, avec leurs familles, leurs proches. Moi, j'étais enfermée seule, pendant 2 mois, seule avec mes pensées, seule avec mes remords, seule avec le poids de mes choix. Certains jours, je restais assise sur le canapé en velours bleu pendant des heures, à regarder par la fenêtre, à me demander comment j'en étais arrivée là. Comment une femme qui avait tout, un mari aimant, des enfants merveilleux, une vie stable, pouvait tout perdre en quelques années? La réponse était simple: l'égoïsme, la lâcheté, la vanité. J'avais cru que je méritais plus, que la vie me devait quelque chose. Mais la vie ne nous doit rien. Elle nous donne. Et si on ne sait pas en prendre soin, elle reprend tout. En juin 2020, après le déconfinement, j'ai essayé de revoir Mathis. Il a accepté, mais à distance. Dans un café, pas à la maison. Nous nous sommes retrouvés terrasse d'un café du 6e arrondissement. Il faisait beau. Les gens souriaient. Le monde reprenait vie. Mais entre Mathis et moi, il y avait toujours ce mur. « Comment tu vas, maman ?»« Mal. Je vais mal. » Il a hoché la tête. « Papa va mieux. » Il sourit à nouveau. « Claire est quelqu'un de bien. Elle le rend heureux. » Chaque mot était un coup de couteau. « Tant mieux, » ai-je murmuré. Mathis m'a regardé. « Tu le penses vraiment ?»« Oui, je veux qu'il soit heureux, même si ce n'est pas avec moi. » Il a bu une gorgée de café. « Maman, est-ce que tu regrettes ?»« Chaque jour, chaque seconde. »« Alors pourquoi tu l'as fait ?» Je n'avais toujours pas de réponse. L'été 2020 est passé comme un brouillard. Je sortais peu. Je voyais encore moins de monde. Mathis venait me voir 1 fois par mois. Toujours dans un café. Jamais à la maison. Comme si franchir le seuil de cet appartement signifiait accepter ce que j'avais fait. Léa, elle, ne m'appelait plus du tout. Et Cassien vivait sa nouvelle vie. Avec Claire. En septembre 2020, j'ai appris qu'ils avaient emménagé ensemble. Pas par Cassien, bien sûr. Par Mathis. Papa a quitté son 2 pièces du 15e. Il vit maintenant avec Claire, dans le 11e. Un bel appartement près de la place de la République. J'ai souri. Un sourire qui cachait une douleur immense. C'est bien. Je suis contente pour lui. Mathis m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Maman, tu ne peux pas continuer comme ça. » Comme quoi? Seule, enfermée, à ressasser le passé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Il a hésité. Puis il a dit « Va voir quelqu'un, un psy, quelqu'un qui peut t'aider à comprendre, à avancer. » Je ne veux pas avancer. Je veux revenir en arrière. Je veux réparer. Mais tu ne peux pas, maman. C'est trop tard. Il avait raison. C'était trop tard. Trop tard pour Cassien. Trop tard pour nous. Trop tard pour tout. En octobre 2020, j'ai commencé à voir une psychologue. Elle s'appelait Dr Langlois, cabinet rue de Rennes. Une femme d'une 60aine d'années, cheveux gris, regard bienveillant. La première séance, elle m'a demandé « Pourquoi êtes-vous là, Morgane ?» Parce que j'ai tout détruit. Tout, mon mariage, ma famille, ma vie. Et vous voulez réparer? Oui. Elle a secoué la tête doucement. On ne répare pas certaines choses, Morgane. On apprend à vivre avec. On apprend à se pardonner. Et on essaie de devenir quelqu'un de meilleur. Pendant des mois, j'ai parlé, j'ai raconté. J'ai pleuré. J'ai raconté comment j'avais rencontré Cassien, comment nous nous étions mariés, comment nous avions construit une vie. J'ai raconté comment j'avais commencé à me sentir invisible, inutile, comme si ma vie s'était arrêtée après le départ des enfants. J'ai raconté Étienne, ses compliments, son attention, cette sensation d'être désiré à nouveau. J'ai raconté les mensonges, les rendez-vous clandestins, les 7 années de double vie. J'ai raconté la découverte, le départ de Cassien, la perte de mes enfants, la solitude, et Dr Langlois écoutait, sans jugement, sans condamnation, juste, présente. Un jour, en janvier 2021, elle m'a dit « Morgane, vous savez ce qui est intéressant dans votre histoire? Quoi? Vous ne cherchez pas à vous victimiser. Vous assumez vos erreurs. Vous reconnaissez votre responsabilité. C'est rare. Ça ne change rien. Non. Mais ça montre que vous avez une conscience morale. Et ça, c'est le premier pas vers la rédemption. Je ne cherche pas la rédemption. Je cherche juste à vivre avec ce que j'ai fait. » Elle a souri. C'est exactement ça, la rédemption. Printemps 2021. Les restrictions sanitaires se sont assouplies. Les gens recommençaient à sortir, à vivre.
Moi, je continuais mes séances avec Dr Langlois, une fois par semaine, chaque jeudi à 17 heures. C'était devenu mon ancrage, mon seul moment où je pouvais parler sans être jugé. En avril 2021, j'ai reçu un faire-part. Léa et Thomas attendaient un deuxième enfant, un garçon, pour septembre. J'ai appelé Léa, pour la féliciter. Elle a décroché, mais sa voix était froide. « Merci. Léa, je suis tellement heureuse pour toi. Merci, maman. » Un silence. « Est-ce que je pourrais le voir, quand il sera né ?» Elle a hésité. « Je ne sais pas. Papa sera très présent. Claire aussi. Ça risque d'être compliqué. » « Compliqué ? Oui, pour tout le monde. Léa, s'il te plaît. C'est mon petit-fils. Je sais. Mais, maman, tu ne peux pas juste réapparaître comme si de rien n'était. Tu as brisé cette famille. Il faut du temps. » Elle a raccroché. Septembre 2021. Le petit Augustin est né. Mathis m'a envoyé une photo. Un bébé magnifique. Des yeux noirs, des joues rondes. Il est beau, n'est-ce pas? Magnifique. Papa était là, à la maternité, avec Claire. Ils étaient tous les deux fous de joie. Chaque mot était une épine. Et Léa? Comment elle va? Bien, elle est heureuse. Thomas aussi. Inès adore son petit frère. C'est bien. Un silence. Maman, Léa ne veut pas que tu viennes pour le moment. Elle a besoin de temps. Combien de temps? Je ne sais pas. Les mois ont passé. Automne, hiver, Noël 2021, Nouvel An 2022. Encore une fois, seule. Encore une fois, sans ma famille. En février 2022, j'ai croisé Étienne, par hasard, dans une librairie du 5e arrondissement. Je cherchais un livre. Je me suis retournée. Et il était là, à 3 mètres de moi. Nos regards se sont croisés. Il a pâli, comme s'il avait vu un fantôme. J'ai marché vers lui. Étienne. Morgane, tu ne m'as jamais rappelé? Il a baissé les yeux. Je sais. Je suis désolée. Désolée? Ma voix tremblait. Tu m'as fait croire que tu m'aimais. Tu m'as fait croire qu'on allait être heureux ensemble. Et quand tout a explosé, tu as disparu. Comme un lâche. Morgane, s'il te plaît. Non, laisse-moi finir. Les gens nous regardaient, mais je m'en fichais. Pendant 7 ans, j'ai menti à mon mari pour toi. J'ai menti à mes enfants. J'ai détruit ma famille. Et toi? Toi, tu es parti sans un regard en arrière. Il ne disait rien. Est-ce que tu m'as vraiment aimé, Étienne? Ou est-ce que c'était juste un jeu pour toi? Un moyen de prouver que tu pouvais avoir la femme de ton meilleur ami? Il a levé les yeux. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans son regard. De la honte. Je ne sais pas, a-t-il murmuré. Tu ne sais pas? Au début, oui. Je crois que je t'aimais. Ou du moins, je croyais t'aimer. Mais après, je ne sais plus. Tout est devenu compliqué. Cassien était mon ami. Et toi, tu étais marié. Je savais que ça finirait mal. Alors pourquoi tu as continué? Il a secoué la tête. Parce que j'étais égoïste. Parce que j'aimais cette sensation. Cette excitation. Cette transgression. Il a marqué une pause. Exactement comme toi. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Parce qu'il avait raison. Nous étions pareils, lui et moi. Égoïstes. Lâches. Pathétiques. Nous avions détruit Cassien. Par vanité. Par ennui. Par faiblesse. Est-ce que tu regrettes? Ai-je demandé. Oui, chaque jour. Est-ce que Cassien t'a pardonné? Il a secoué la tête. Non, il ne me parle plus. Il m'a rayé de sa vie. Comme toi. Alors, on est 2 à payer. Oui, un long silence. Morgane, je suis vraiment désolée. Pour tout. Moi aussi. Je suis partie sans me retourner. Cette nuit-là, j'ai pleuré. Pas parce que j'avais revu Étienne. Pas parce qu'il m'avait dit la vérité. Mais parce que j'avais enfin compris. Ce n'était pas de l'amour, ce que nous avions vécu. C'était de l'égoïsme déguisé en passion. De la lâcheté déguisée en courage. Du mensonge déguisé en vérité. Printemps 2022. 3 ans après le départ de Cassien. 3 ans de solitude. 3 ans de regrets. Mais aussi 3 ans d'introspection. 3 ans à essayer de comprendre qui j'étais devenue. Et pourquoi. En mai 2022, Mathis m'a appelé. « Maman, Léa accepte de te voir. » Mon cœur a bondi. « Vraiment? » ?»« Oui, elle dit qu'elle est prête, mais à une condition. »« Laquelle? » ?»« Que tu ne parles pas de papa, que tu ne demandes pas de nouvelles de lui, que tu ne cherches pas à revenir dans sa vie. »« D'accord.
Elle veut juste faire la paix avec toi. Pour elle, pour ses enfants, pas pour toi. Je comprends. En juin 2022, je suis allée à Londres. Pour la première fois depuis 4 ans. Léa m'a accueillie chez elle. Thomas était là, Inès aussi. Elle avait 6 ans maintenant. Elle ne me reconnaissait plus vraiment. Et Augustin, 9 mois. Un bébé magnifique. Léa était polie, distante, mais présente. Nous avons pris le thé dans son salon, parlé de choses neutres, sa galerie, son travail, les enfants. À aucun moment, nous n'avons parlé de Cassien, d'Étienne, du passé. C'était comme si nous étions 2 étrangères qui se rencontraient pour la première fois. À la fin de l'après-midi, au moment où je partais, Léa m'a raccompagnée à la porte. « Maman, oui, je ne t'ai pas pardonné. Pas encore. Peut-être que je ne te pardonnerai jamais, mais je veux essayer de reconstruire quelque chose. Pour moi, pour mes enfants. Merci Léa. Ne me remercie pas. Je fais ça pour moi, pas pour toi. Je sais. » Elle a fermé la porte. Et moi, dans le taxi qui me ramenait à la gare, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement. Ma fille m'avait ouvert une porte, une toute petite porte, et c'était déjà plus que ce que je méritais. Après cette visite à Londres en juin 2022, quelque chose a changé en moi. Pas tout, pas d'un coup, mais une petite lumière s'était rallumée. Léa m'avait ouvert une porte, une toute petite porte, mais une porte quand même. Et ça, c'était déjà énorme. Les mois suivants, nous avons commencé à nous parler régulièrement. Pas souvent, 1 fois par mois, parfois 2. Des appels brefs, 15 minutes, 20 maximum. Elle me racontait les progrès d'Inès à l'école, les premiers mots d'Augustin, son travail à la galerie. Moi, je l'écoutais, je posais des questions. Je ne parlais presque pas de moi, parce que je savais que notre relation était fragile, comme un vase recollé, beau de loin, mais fêlé à jamais. Mathis, lui, venait me voir plus souvent, 1 fois toutes les 2 semaines, parfois à l'appartement maintenant, pas toujours dans un café. C'était un progrès. Un jour, en septembre 2022, il m'a dit « Maman, tu as meilleure mine. Tu trouves ? Oui, tu as l'air plus apaisée. Je vois toujours Dr Langlois. Ça m'aide. » Il a souri. « Tant mieux. » Puis, après un silence, il a ajouté « Papa va bien aussi. » Mon cœur s'est serré. Mais j'ai souri. C'est bien. Il est heureux avec Claire. Vraiment heureux. Je suis contente pour lui. Et je le pensais. Vraiment. Parce que Cassien méritait d'être heureux. Même si ce n'était pas avec moi. L'automne 2022 est passé doucement. J'avais recommencé à sortir, à voir quelques personnes, pas mes anciennes amies. Elles ne voulaient toujours pas me parler, mais des connaissances, des gens que j'avais rencontrés lors de cours de yoga, de sorties culturelles. J'essayais de reconstruire, lentement, difficilement, une vie, ma vie, sans Cassien, sans Étienne, sans le passé. En décembre 2022, j'ai reçu un appel de Mathis. « Maman, il faut que je te dise quelque chose. » Sa voix était étrange, tendue. « Quoi ? C'est à propos d'Étienne. » Mon sang s'est glacé. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Il est malade, très malade. »« Malade ? Un cancer, du pancréas, stade avancé. » Je me suis assise. « Comment tu le sais ? » Papa me l'a dit. Étienne l'a appelé il y a quelques jours. Pour s'excuser, pour lui demander pardon. Et Cassien ? Papa a refusé de le voir. Il lui a dit qu'il était trop tard, que certaines trahisons ne se pardonnent pas. Un long silence. Étienne est seul, maman. Il n'a personne. Pas de famille, pas d'amis, personne. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à Étienne, seul, malade, mourant. Je pensais à nous, à ce que nous avions fait, à toutes ces années de mensonges. Je pensais à Cassien, à sa dignité, à son refus de pardonner. Et je me demandais, est-ce que je devais aller le voir ? Est-ce que je lui devais quelque chose ? Le lendemain, j'en ai parlé à Dr Langlois. « Qu'est-ce que vous ressentez, Morgane ?» Je ne sais pas. De la pitié, je crois. Mais aussi de la colère. Il m'a abandonnée quand tout a explosé. Il m'a laissée seule. Et maintenant, il est seul à son tour. Vous pensez que c'est du karma ? Peut-être. Oui. Et vous voulez aller le voir ? Je ne sais pas. Elle m'a regardé longtemps. Puis elle a dit « Morgane, vous n'êtes pas obligée de pardonner. Vous n'êtes pas obligée d'oublier. Mais peut-être que voir Étienne une dernière fois pourrait vous aider à tourner définitivement la page. » J'ai attendu 3 jours.
Puis j'ai appelé l'hôpital. Il était à Cochin. Service d'oncologie. Chambre 312. J'y suis allé un après-midi de janvier 2023. Il faisait froid. Un froid sec, coupant. J'ai pris le métro jusqu'à Port-Royal. Marché jusqu'à l'hôpital. Monté au 3e étage. Devant la porte de la chambre 312, je me suis arrêté. J'ai hésité. Puis, j'ai frappé. Entré. Étienne était allongé dans un lit blanc. Maigre. Pâle. Presque méconnaissable. Il avait 64 ans. Mais il en paraissait 80. Quand il m'a vu, ses yeux se sont écarquillés. « Morgane ? Bonjour, Étienne. » Je me suis assise sur la chaise à côté du lit. Un long silence. « Pourquoi tu es venu ? » « Je ne sais pas. » Il a souri faiblement. « Moi non plus, je ne saurais pas. » Nous sommes restés là, sans parler, pendant quelques minutes, puis il a dit « J'ai essayé de contacter Cassien, pour m'excuser, pour lui demander pardon. Je sais, Mathis me l'a dit. Il ne veut pas me voir. Je sais. Je ne lui en veux pas. J'ai détruit notre amitié. J'ai détruit sa vie. Je mérite son silence. » Il a fermé les yeux. « Morgane, je suis désolé. Pour tout. Pour t'avoir entraîné dans cette histoire. Pour t'avoir abandonné quand tout a explosé. Pour avoir été un lâche. Moi aussi j'ai été lâche, Étienne. Mais toi, tu as perdu bien plus que moi. Ton mari, tes enfants, ta vie. Toi aussi tu as tout perdu. Ton ami, ta santé. Et maintenant, ta vie. » Il a ouvert les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues. « Tu crois au karma, Morgane ? » « Oui, moi aussi. Et je crois que je le paie maintenant. Je suis resté 1 heure avec lui. Nous avons parlé de tout, de rien, de nos regrets, de nos erreurs, de nos vies gâchées. À la fin, avant de partir, il m'a pris la main. « Merci d'être venu, Morgane. Tu es la seule. Prends soin de toi, Étienne. C'est trop tard pour ça. Je suis parti sans me retourner. » Étienne Dufresne est mort 3 semaines plus tard, le 28 janvier 2023. Seul, dans cette chambre d'hôpital, sans famille, sans amis, sans personne. Mathis m'a envoyé un message. « Étienne est décédé ce matin. Papa ne viendra pas à l'enterrement. » Moi non plus. Je suis allée à l'enterrement. Pas par amour, pas par nostalgie, mais par humanité. Nous étions 7 personnes dans ce cimetière du Père-Lachaise, des collègues de travail, quelques connaissances. Et moi. Le prêtre a dit quelques mots. Génériques, impersonnels. Personne n'a pleuré. Personne n'a dit qu'Étienne était un homme bien, un ami fidèle, un être aimé. Parce que ce n'était pas vrai. Étienne était mort comme il avait vécu ces dernières années. Seul, coupé de tout, payant le prix de ses choix. En rentrant de l'enterrement, j'ai pensé à cette phrase que Dr Langlois m'avait dite un jour. La vie finit toujours par nous rattraper. Les mensonges, les trahisons, les lâchetés, tout finit par revenir. Étienne l'avait appris à ses dépens. Et moi aussi. Février 2023, presque 4 ans après le départ de Cassien. Un soir, en rentrant chez moi après mes courses, j'ai croisé Sophie. Sophie, mon ancienne meilleure amie. Celle qui m'avait tourné le dos en janvier 2020. Nous nous sommes retrouvés nez à nez dans la rue, devant la boulangerie. Elle a hésité, puis elle m'a souri. Un sourire gêné. « Morgane, Sophie. » Un long silence. « Comment tu vas ? » ?»« Bien. Et toi ? » ?»« Bien aussi. » Un autre silence. « Sophie, je suis désolée. Pour tout. » Elle a baissé les yeux. « Je sais. Tu avais raison de prendre tes distances. Je ne t'en veux pas. » Elle a relevé la tête. Ses yeux étaient humides. « Morgane, j'ai peut-être été trop dure. Cassien est mon ami, c'est vrai. Mais toi aussi tu étais mon ami. Et je t'ai laissé tomber. Non. Tu as fait ce qui était juste. Peut-être. Mais est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas, prendre un café un de ces jours ? Mon cœur s'est réchauffé. Oui, j'aimerais beaucoup. 1 semaine plus tard, Sophie et moi nous sommes retrouvés dans un café du 7e. Nous avons parlé pendant 2 heures. Elle m'a raconté sa vie, ses enfants, son mari, son travail. Moi, je lui ai raconté ma thérapie, ma solitude, mes efforts pour reconstruire. À la fin, elle m'a dit « Morgane, tu sais, j'ai croisé Cassien il y a quelques mois. Mon cœur s'est arrêté. » « Ah oui ? » ?»« Oui, dans un restaurant, avec Claire. Ils avaient l'air heureux. Tant mieux. Il m'a demandé de tes nouvelles. Vraiment ? Oui. Il voulait savoir si tu allais bien. Les larmes me sont montées aux yeux. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Que je ne savais pas, que nous ne nous parlions plus.
Et lui, il a juste hoché la tête. Puis il a dit « J'espère qu'elle va bien ». Cette nuit-là, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de quelque chose d'autre, de reconnaissance peut-être. Cassien pensait encore à moi. Pas avec amour, pas avec nostalgie, mais avec humanité, avec cette dignité qu'il avait toujours caractérisée. Même après tout ce que je lui avais fait, il me souhaitait du bien. En mars 2023, Mathis m'a annoncé qu'il se mariait. Avec qui? Ai-je demandé, surprise. Elle s'appelle Camille. On se connaît depuis 2 ans. Architecte aussi. Je voulais attendre d'être sûre avant de t'en parler. Je suis tellement heureuse pour toi, mon chéri. Le mariage aura lieu en juin, à Fontainebleau, dans la maison. La maison, notre maison, celle où nous avions passé tant de week-ends, tant de vacances, tant de moments heureux. Est-ce que je suis invitée? Mathis a hésité. Oui, bien sûr. Mais papa sera là aussi. Avec Claire, mon cœur a bondi. Je comprends. Maman, ça fait 4 ans. Je sais que c'est difficile, mais j'aimerais que vous soyez tous les deux là, pour moi. Je serai là, je te le promets. Juin 2023, le jour du mariage de Mathis. Je me suis réveillée tôt, le cœur battant, les mains tremblantes. J'allais revoir Cassien. Pour la première fois depuis novembre 2019. 4 ans. 4 ans de silence. 4 ans de distance. Et maintenant, nous allions être dans la même pièce. La cérémonie avait lieu à 11 heures, à la mairie de Fontainebleau, puis un déjeuner dans le jardin de notre ancienne maison. Notre maison, celle qui était maintenant la mienne, mais qui resterait toujours la nôtre. Je suis arrivée à la mairie à 10h45. Il y avait déjà du monde. Des amis de Mathis, de Camille, des cousins, des collègues. Léa était là, avec Thomas et les enfants. Elle m'a fait un petit signe de la main. Distant mais poli. Et puis je l'ai vu. Cassien. Il était debout près de l'entrée, en costume gris anthracite, cheveux gris argentés maintenant, des rides autour des yeux que je ne connaissais pas. Il avait 66 ans, mais il était toujours aussi élégant. À côté de lui, une femme, claire, blonde, la cinquantaine, souriante. Nos regards se sont croisés. Pendant 1 seconde, peut-être 2, il n'a pas souri. Il n'a pas détourné les yeux non plus. Il m'a juste regardé, avec ce calme que je lui connaissais si bien. Puis, il a hoché la tête, imperceptiblement, et il est entré dans la mairie. Pendant la cérémonie, j'étais assise 3 rangs derrière lui. Je le voyais de dos, sa nuque, ses épaules. Claire était à côté de lui. Elle lui tenait la main. Et moi, j'étais seule, comme toujours. Quand Mathis et Camille ont échangé leurs vœux, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de fierté. Mon fils se mariait, mon fils était heureux, et j'étais là. Malgré tout, malgré mes erreurs. Le déjeuner a eu lieu dans le jardin de Fontainebleau, des tables dressées sous les arbres, des guirlandes lumineuses, des fleurs partout. C'était magnifique. Cassien était assis à la table d'honneur, avec Claire, Léa, Thomas. Moi, j'étais à une table sur le côté, avec Sophie, qui était venue me soutenir, et quelques amis de Mathis que je connaissais peu. Pendant le repas, Cassien a fait un discours. « Mathis, mon fils, aujourd'hui, tu commences une nouvelle vie, avec Camille, et je suis fier de l'homme que tu es devenu. Sois honnête, sois loyal, sois présent, c'est tout ce qui compte. » Sa voix était calme, posée, mais chaque mot me transperçait. Honnête, loyal, présent, tout ce que je n'avais pas été. Après le discours, les gens se sont levés, ont commencé à circuler, à parler, à rire. J'étais restée à ma table, seule, et puis quelqu'un s'est approché. Cassien. Il s'est arrêté devant moi. Morgane. Cassien. Un long silence. Tu vas bien? Oui. Et toi? Oui. Il a regardé autour de lui. Le jardin. La maison. C'est beau. Tu as bien entretenu la maison? Merci. Un autre silence. Morgane. Je suis content que tu sois venue. Pour Mathis. Il en avait besoin. Moi aussi. Il a hoché la tête. Puis il a dit « Je te souhaite d'être heureuse. Vraiment. » Et il est reparti. Cette conversation avait duré moins de 2 minutes. Mais elle avait tout changé. Cassien ne m'avait pas insulté. Il ne m'avait pas ignoré. Il m'avait parlé. Avec dignité. Avec humanité. Exactement comme il avait toujours été. Le soir, quand tout le monde est parti, je suis restée seule dans le jardin de Fontainebleau, assise sur un banc, sous les étoiles.
Je pensais à tout ce que j'avais perdu, mais aussi à tout ce que j'avais appris. Cassien avait refait sa vie, avec Claire. Il était heureux. Léa me parlait à nouveau, petit à petit. Mathis était marié, heureux. Étienne était mort, seul, payant le prix de ses choix. Et moi, j'étais là, vivante, seule, mais vivante. Elle m'avait traité avec indifférence ce jour-là. Mais des années plus tard, j'ai compris quelque chose. Cassien n'avait pas eu besoin de se venger. La vie l'avait fait pour lui. Je l'avais trahi avec son meilleur ami. Et j'avais tout perdu. Mon mari, ma famille, ma dignité. Lui, il avait tout reconstruit. Sans haine, sans rancune. Juste en avançant. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Aujourd'hui, en décembre 2025, j'ai 60 ans. Cela fait 6 ans que Cassien est parti. 6 ans que j'ai perdu ma famille. 6 ans que je vis avec les conséquences de mes choix. Depuis le mariage de Mathis en juin 2023, beaucoup de choses ont changé. Léa et moi nous parlons régulièrement maintenant. Pas comme avant, jamais comme avant. Mais nous avons reconstruit quelque chose. Une relation différente, plus fragile, mais sincère. Je vais la voir à Londres 3 fois par an. Je vois mes petits-enfants grandir. Inès a 9 ans maintenant. Augustin, 4 ans. Ils m'appellent Mamie. Mais ils savent que leur grand-père a une nouvelle vie, avec Claire. Et ils l'acceptent. Mathis vient me voir 1 fois par mois, avec Camille. Ils attendent leur premier enfant pour mars 2026. Je vais être grand-mère une 3e fois. La vie continue, malgré mes erreurs, malgré ma honte. Cassien, lui, vit toujours avec Claire, dans le 11e arrondissement. Nous ne nous parlons pas, nous ne nous voyons pas, sauf lors des événements familiaux, où nous sommes polis, distants, mais respectueux. Il a tourné la page, moi aussi, à ma façon. Sophie est redevenue mon amie, pas comme avant, mais elle est là. Nous prenons le thé 1 fois par semaine. Nous parlons de nos vies, de nos regrets, de nos espoirs. Elle ne me juge plus, ou du moins, elle a appris à me voir autrement. Je vois toujours Dr Langlois, moins souvent qu'avant, 1 fois par mois maintenant. Elle m'a appris à me pardonner, pas à oublier, jamais à oublier, mais à vivre avec ce que j'ai fait, à accepter que je ne peux pas changer le passé, seulement apprendre de lui. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre de Cassien, la première depuis 6 ans. Elle disait simplement « Morgane, je t'écris cette lettre, non pas pour rouvrir des blessures, mais pour fermer une porte définitivement. Pendant des années, j'ai porté de la colère, de la tristesse, de la déception. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien de tout ça. Je ne te hais pas. Je ne t'aime plus non plus. Tu n'es plus qu'un chapitre fermé de ma vie. Je te souhaite sincèrement de trouver la paix, comme je l'ai trouvée. Cassien. » J'ai pleuré en lisant cette lettre. Pas de tristesse, mais de soulagement. Cassien était en paix. Et moi aussi, petit à petit, j'apprenais à l'être. Vous qui m'écoutez, peut-être vous demandez-vous, est-ce que je regrette? La réponse est oui, chaque jour. Je regrette d'avoir trahi Cassien. Je regrette d'avoir menti à mes enfants. Je regrette d'avoir détruit ma famille pour un homme qui ne m'aimait pas vraiment. Mais le regret ne change rien. Les mots « je suis désolé » ne réparent rien. Seul le temps, seuls les actes, seule la vérité. Alors aujourd'hui, je vis différemment. Je ne cherche plus à plaire. Je ne cherche plus à être désiré. Je ne cherche plus à combler un vide par des mensonges. Je vis simplement, avec mes erreurs, avec ma solitude, avec ma vérité. Parfois, je repense à cette phrase que Dr Langlois m'a dite un jour. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut avancer autrement. Et c'est ce que je fais. J'avance, lentement, difficilement, mais j'avance. Ce canapé en velours bleu sur lequel je suis assise en ce moment, celui que Cassien et moi avions choisi ensemble chez un antiquaire de la rue du Bac, est toujours là. Il a vu ma vie se construire, puis se détruire, puis se reconstruire. Il est témoin de mes erreurs, de mes regrets, de ma rédemption silencieuse. Si mon histoire vous a touché, retenez ceci. L'honnêteté n'est pas facultative, elle est essentielle. La loyauté n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et l'amour, le vrai, ne se construit pas sur des mensonges. Il se construit sur la vérité, la confiance, le respect, tout ce que j'ai détruit, tout ce que Cassien m'avait donné, et tout ce que je n'ai su apprécier que trop tard. Aujourd'hui,
Je vis avec mes choix. Je ne me victimise pas. Je ne me plains pas. Je paie le prix de ce que j'ai fait. Et ce prix, c'est la solitude. Mais cette solitude m'a aussi appris quelque chose. Elle m'a appris qui je suis vraiment. Elle m'a appris ce qui compte vraiment. Elle m'a appris que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.